à l'accumulation d'un pigment appelé bilirubine dans le sang. D'accord? On peut parler d'un ictère précoce quand il apparu avant la 24e heure de vie, c'est-à-dire un nouveau-né moins de 24 heures de vie. S'il présente un ictère, on dit c'est un ictère précoce. D'accord? Lorsque l'ictère est tardif, généralement il est tardif s'il apparaît après le 7e jour de vie. D'accord? Et on parle d'un ictère persistant après le 14e jour de vie, c'est-à-dire un ictère qui apparaît après le 7e jour de vie, il est tardif. Quand il persiste après le 14e jour jusqu'à un mois ou un mois et demi, on parle d'un ictère persistant. D'accord? Quel que soit l'ictère précoce, tardif, présent, il peut être grave. Il peut être grave quand le taux de bilirubine indirect, je vais parler par la suite comment doser le taux de bilirubine, ce taux de bilirubine quand il est supérieur à 150 mg par litre. Vous entendez tous de l'ictère physiologique. Certes, l'ictère physiologique, il est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire qu'il faut éliminer toutes les diagnostics ou les étiologies de l'ictère néonatal avant de dire que c'est un ictère physiologique. Et généralement, le taux de bilirubine il est inférieur ou égal à 100 mg par litre. Un rappel physiologique, donc l'origine de cette bilirubine, de ce pigment, est la dégradation du globule rouge. Vous avez la dégradation du globule rouge, d'accord? Le globule rouge, dégradé, il va se dégrader en deux, laine et globule, d'accord? Et c'est laine qui va transformer en bilirubine grâce à une cascade dans le système réticulo-endothélial. Il va être transformé en biliverdine, puis en bilirubine. Cette bilirubine, elle est transportée dans le sang, d'accord? Dans le sang jusqu'au foie. Le transporteur de cette bilirubine jusqu'au foie est l'albumine. C'est l'albumine qui va transporter cette bilirubine dans le sang jusqu'au foie pour être conjuguée. À l'intérieur du foie, il y a deux protéines, c'est les ligandines, qui vont prendre le relais, qui vont transporter cette bilirubine non conjuguée jusqu'au l'hépatocyte où il va y avoir conjugaison grâce à la glucuronine transférase. D'accord? Après la conjugaison de cette bilirubine à l'intérieur de l'hépatocyte, cette bilirubine va être éliminée dans l'intestin ou acheminée dans l'intestin grâce aux voies biliaires. D'accord? Dans l'intestin, cette bilirubine qui est conjuguée, bien sûr, va se transformer en stercobilinogène, puis en stercobiline qui va donner la coloration des selles. D'accord? Qui va donner la coloration brune des selles. D'accord? Une partie de cette bilirubine conjuguée sera réabsorbée et transformée en urobilinogène. Par la suite, elle va être transformée en urobiline à l'intérieur du rein et éliminée dans les urines. D'accord? Une fraction de cette bilirubine conjuguée dans l'intestin sera réabsorbée, d'accord, et déconjuguée pour retourner au foie et créer ce qu'on appelle le cercle entéro-hépatique. Grosso modo, c'est ça le métabolisme ou l'acheminement de la bilirubine. Les facteurs influençant le métabolisme de la bilirubine, il faut savoir qu'il existe des facteurs qui augmentent ou influencent soit par freinage ou accentuation de métabolisme de la bilirubine. D'accord? Le premier facteur qui influence, c'est l'hypoalbuminémie, sachant que l'albumine est le seul transporteur de la bilirubine à l'intérieur du foie, à l'intérieur, de l'organisme. D'accord? Quand on est où il y a une hypoalbuminémie, on a généralement un mauvais transport de la bilirubine. Donc, accumulation de la bilirubine non conjuguée dans le sang, donc apparition ou aggravation des ictères. D'accord? Concernant l'acidose, l'hypothermie et l'hypoglycémie.
En cas d'acidose ou hypothermie ou hypoglycémie, il y aura création des acides gras polyinsaturés, des facteurs qui vont empêcher la liaison albumine-bilirubine, donc empêcher la fixation entre l'albumine et la bilirubine, et par la suite empêcher le transport de cette bilirubine, donc accumulation de la bilirubine indirecte dans le sang, donc apparition d'un ictère. L'infection, en cas de septicémie sévère, l'atteinte hépatique surtout, il y aura un défaut de conjugaison, donc persistance ou accumulation de cette bilirubine non conjuguée dans le sang, et par la suite, bien sûr, aggravation ou apparition d'un ictère. Certains médicaments, tels que les antibiotiques, rentrent en compétition avec la bilirubine, parce que généralement, ces médicaments, l'albumine est un transporteur commun entre ces antibiotiques ou ces médicaments et la bilirubine. Donc, par conséquent, on va y avoir altération de la liaison albumine-bilirubine et par la suite, accumulation de la bilirubine dans le sang et apparition ou aggravation de l'ictère. Le diagnostic positif, c'est-à-dire comment poser le diagnostic positif. Le diagnostic, il est purement clinique, c'est-à-dire constatation de la coloration jaune des muqueuses et des tuguments. D'accord? Il faut toujours observer ou vérifier les selles et les urines pour éliminer un cholestase. Il faut rechercher parfois, par exemple, les selles, est-ce qu'ils sont colorés ou décolorés? Les urines, est-ce qu'ils sont normaux colorés ou foncés? Biologiquement, le diagnostic biologique se base sur le dosage de cette bilirubine dans le sang. Il faut savoir qu'on peut doser seulement la bilirubine totale et la bilirubine indirecte. La fraction de la bilirubine directe, elle n'est pas dosée. Généralement, elle est le produit de la soustraction entre la bilirubine totale et la bilirubine indirecte. Exemple, on fait un prélèvement chez un nouveau-né pour doser la bilirubine. On demande seulement bilirubine totale et bilirubine indirecte. On ne demande pas la bilirubine directe. On demande seulement bilirubine totale et bilirubine indirecte. Le résultat après 4 heures ou 6 heures, bilirubine totale 100, bilirubine indirecte 95. Automatiquement, la bilirubine directe égale bilirubine totale moins bilirubine indirecte. Donc 100 moins 95 égale 5. Donc la bilirubine directe, le taux de bilirubine directe dans ce cas est 5. D'accord? Il faut savoir qu'il existe le dosage sanguin de la bilirubine totale ou indirecte. On peut doser ou avoir un reflet de la bilirubine à l'aide d'un appareil appelé bilirubinomètre, d'accord, qui est généralement pas sensible il est sensible sauf en cas d'hyperbilirubinémie à 130 mg par litre, d'accord. Cet appareil, c'est cet appareil, on le met sur le tronc, on clique, hop, il va donner le taux de la bilirubine. L'inconvénient, c'est qu'il ne donne pas les fractions de la bilirubine. Il donne seulement un reflet de la bilirubine totale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner des renseignements sur le taux de la bilirubine indirecte ou le taux de la bilirubine directe. Le diagnostic de gravité, c'est-à-dire quand est-ce qu'on parle d'un ictère grave. Dans la définition, un ictère grave par rapport au taux de bilirubine supérieur à 150 mg par litre, mais aussi on parle d'un ictère grave lorsqu'il y a apparition des signes neurologiques. Pourquoi les signes neurologiques? Il faut savoir que la bilirubine indirecte, elle est soit libre dans le sang, soit liée à l'albumine. D'accord? La bilirubine indirecte, c'est la bilirubine non conjuguée. Elle est soit libre, soit liée à l'albumine, d'accord, pour être acheminée jusqu'au foie. Il faut savoir que cette bilirubine libre, qui est indirectement conjuguée, elle est liposoluble. Elle est liposoluble. La bilirubine directe, elle est conjuguée et elle est hydrosoluble. D'accord? Revenons à la bilirubine libre, qui est liposoluble.
elle présente un danger pour les cellules neurologiques, parce que les cellules neurologiques, d'accord, sont des graisses. Donc, ils ont une affinité pour cette bilirubine libre. Et cette bilirubine libre, elle est toxique et elle va léser ou agresser ces cellules neurologiques. Par la suite, il va y avoir des troubles neurologiques, allant d'un simple refus de téter jusqu'aux convulsions et cette attitude appelée opisthotonos, d'accord, qui est secondaire à l'altération ou l'agression de la bilirubine libre pour les noyaux gris centraux. Et c'est on peut appeler ce cas ou ce cas de figure ictère nucléaire ou actuellement appelé encéphalopathie hyperbilirubinimique, c'est-à-dire l'ictère nucléaire est un ictère grave. Il survient généralement après agression des cellules des noyaux gris centraux par la bilirubine libre. Le diagnostic étiologique, c'est-à-dire quelles sont les étiologies de l'ictère néonatal. Il faut savoir que 95% des ictères néonatales sont généralement dus au sang des ictères à bilirubine libre. Seulement 5 ou 2% sont des secondaires à d'autres ictères à bilirubine conjuguée ou non conjuguée. C'est-à-dire, la plupart des étiologies sont dues à une hyperbilirubinémie indirecte. C'est-à-dire, un ictère, on dit un ictère à bilirubine indirect. D'accord? Pour l'enquête, avant de trouver ou dépister ou dire quelles sont les étiologies, il faut pratiquer une enquête étiologique puis conclure à des étiologies. L'enquête étiologique, elle est divisée en 3 étapes: anamnestique, clinique et biologique. L'anamnèse, on débute toujours par l'heure d'apparition de l'ictère pour définir est-ce que c'est un ictère précoce, est-ce que c'est un ictère tardif, est-ce que c'est un ictère persistant, pour au moins cerner quelques étiologies. L'âge de l'apparition, la place du nouveau-né dans le fratrie, est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième, est-ce qu'il y a un ictère néonatal, est-ce qu'il y a une anémie hémolytique familiale, le déroulement de la grossesse, le déroulement de l'accouchement, le poids à la naissance, est-ce que c'est un prématuré, est-ce qu'il présente un retard de croissance intra-utérine, est-ce que c'est un enfant de mère diabétique, d'accord? Après, on passe à la clinique. L'examen clinique doit être un examen complet. Bien sûr, à la recherche en premier lieu des signes d'hémolyse. Les signes d'hémolyse cliniques, c'est la pâleur, l'ictère et la splénomégalie plus ou moins hépatomégalie. C'est la triade hémolytique. D'accord? Il faut rechercher la coloration des selles, des urines. Rechercher est-ce qu'il existe un syndrome infectieux, est-ce qu'il existe un syndrome hémorragique. Il faut pratiquer un examen neurologique pour dépister ou rechercher les signes d'un ictère nucléaire. Il faut savoir que l'ictère nucléaire, on peut le dépister au début, il se manifeste par un refus de téter. Donc, ictère plus refus de téter, c'est un ictère nucléaire à son début, jusqu'à preuve du contraire. C'est une encéphalopathie hyperbilirubinimique à son début. D'accord? Puis, on pratique, on recherche, ou on donne des bilans. D'accord? La biologie, bien sûr, il existe des bilans effectués chez la maman, tels que le groupage de la maman, le test de Coombs chez la maman, appelé test de Coombs indirect, et des bilans effectués chez le nouveau-né. On commence toujours par le dosage de la bilirubine totale et la bilirubine indirecte, d'accord? Le groupage du nouveau-né, le test de Coombs, pratiquer une formule à la recherche d'une anémie, avec une frottis sanguin FSP à la suite des anomalies du globule rouge, pratiquer un bilan infectieux, les dosages enzymatiques tels que le GISPD, pyruvactinase, mais chaque bilan est demandé à 100 ans. Il existe des bilans de première intention, de deuxième intention, de troisième intention. D'accord? Après les enquêtes anamnéstiques, cliniques et paracliniques, on se retrouve, on peut dépister, on peut retrouver des étiologies. D'accord? Les étiologies sont réparties en 2 volets. Soit c'est un ictère à bilirubine conjugué, soit c'est un ictère à bilirubine non conjugué.
Les ictères à bilirubine conjugués sont rares. Généralement, presque 1-2% des ictères néonatales. D'accord? Ils sont rares. L'ictère à bilirubine conjugué, soit c'est un ictère à bilirubine conjugué dominante, soit c'est un ictère à bilirubine mixte, c'est-à-dire à bilirubine conjuguée dominante, c'est-à-dire la fraction de la bilirubine conjuguée, elle est supérieure à la fraction de la bilirubine indirecte. Exemple, bilirubine totale 100, bilirubine directe 75, bilirubine indirecte 27. Donc la bilirubine totale, la bilirubine directe, elle est supérieure au taux de bilirubine indirecte. Généralement, on trouve un état de cholestase, cliniquement, des selles décolorées, et l'étiologie la plus redoutable, c'est l'atrésie des voies biliaires extra-hépatiques. C'est une urgence chirurgicale. Le nouveau-né doit être transféré rapidement au chirurgien pour pratiquer un acte chirurgical pour éviter les complications de cette atrésie des voies biliaires. Parfois, l'ictère est à bilirubine mixte, c'est-à-dire la fraction de la bilirubine directe, elle est presque équimolaire par rapport à la bilirubine indirecte. Exemple, bilirubine totale 100, bilirubine directe 60, bilirubine indirecte 50. Presque les mêmes chiffres. Généralement retrouvés dans les cholestases intrahépatiques, telles que les hépatites néonatales, ou certaines pathologies congénitales, mais qui sont très rares. D'accord? Mais ce qui est fréquent, c'est l'ictère à bilirubine libre. D'accord? Dans l'ictère à bilirubine libre, il est soit un ictère hémolytique, un ictère non hémolytique. L'ictère hémolytique, généralement cliniquement, on trouve la triade hémolytique, tel l'ictère, l'hépatomégalie ou splénomégalie et la pâleur. Et biologiquement, on trouve les signes d'hémolyse. Les signes d'hémolyse, c'est l'anémie, l'hyperréticulocytose, l'hyperleucocytose. Et pour poser le diagnostic positif de l'ictère hémolytique, il faut doser les lactates et pardon. Oui, c'est ça, l'ictère hémolytique, c'est ça. Donc, dans l'ictère hémolytique, il est soit immunologique, soit non immunologique. D'accord? Dans les ictères hémolytiques, on trouve deux volets de diagnostic. Soit c'est un ictère hémolytique qui est non immunologique, soit il est non immunologique. Immunologique, c'est-à-dire on trouve un processus immunologique, généralement retrouvé dans les incompatibilités rhésus, les incompatibilités ABO et les autres incompatibilités les secondes. On va détailler ces trois étiologies. D'accord? Les ictères non immunologiques, c'est-à-dire soit c'est l'hémolyse constitutionnelle par rapport aux globules rouges, retrouver soit une anomalie de la membrane, la sphérocytose ou poikilocytose, ou anomalie enzymatique, généralement les déficits en JSPD ou pyruvate kinase, ou généralement des causes infectieuses, qui peut engendrer un impact d'hémolyse tel que la coagulation intravasculaire disséminée. Parfois, l'administration de la vitamine K synthétique peut créer un impact d'hémolyse qui est non immunologique, et rarement un déficit en vitamine E retrouvé chez le prématuré. D'accord? Le test de Coombs, pour poser le diagnostic, généralement, il est effectué pour poser le diagnostic d'un ictère à bilirubine indirect par incompatibilité rhésus. D'accord? L'incompatibilité rhésus, on va la détailler par la suite. Pour poser le diagnostic positif, il faut pratiquer un test de Coombs. D'accord? Le test de Coombs, il est soit direct, soit indirect. Direct, généralement pratiqué chez le nouveau-né. D'accord? Il est pratiqué chez le nouveau-né. L'indirect, il est pratiqué chez la maman. D'accord? Le but du test de Coombs direct, d'accord, est de retrouver ou visualiser des anticorps dirigés contre le globule rouge. D'accord? Contre le globule rouge. Généralement, ces anticorps, ils sont non visibles. On ne peut pas visualiser ces anticorps. D'accord? Pour les visualiser, pour visualiser ces anticorps qui sont généralement liés au globule rouge, d'accord, on ajoute une antiglobuline. Le rôle de l'antiglobuline, c'est elle va lier les anticorps. En liant les anticorps entre eux,
il va y avoir agglutination des globules rouges. D'accord? Donc, il va y avoir agglutination. En cas d'agglutination, la réaction est dite positive. D'accord? S'il n'y a pas des anticorps circulants ou des anticorps qui sont liés aux globules rouges, d'accord, il ne va pas y avoir agglutination. Donc, on dit que la réaction négative. La réaction positive pour le test de Coombs direct positif, et c'est un marqueur d'un processus immunologique. D'accord? La réaction négative du test de Coombs, elle élimine un processus immunologique. D'accord? Le test de Coombs indirect, c'est quoi? Le test de Coombs indirect, il est pratiqué chez la maman. Le but, c'est rechercher des anticorps circulants dans le sang de la maman. Les anticorps circulants dans le sang de la maman, c'est des anticorps maternels, sont dirigés vers des globules rouges généralement fœtales, donc elles ne seront pas liées aux globules rouges. D'accord? Pour retrouver ou pour visualiser ces anticorps, on a besoin du sérum du nouveau-né. D'accord? Dans le test de Coombs direct, on fait un prélèvement du sang sur tube généralement citraté parce qu'on a besoin des globules rouges. D'accord? Chez la maman, on fait le prélèvement sur un tube sec. Puis on isole le sérum des globules rouges parce qu'on a besoin du sérum où il y a ces anticorps. Dans le sérum, pour visualiser ces anticorps, si on ajoute une antiglobuline, rien ne va se passer, rien ne va être visualisé. Parce que si on ajoute les antiglobulines, ces anticorps se lient entre eux, ils ne vont pas être visibles. D'accord? Pour visualiser ces anticorps, on ajoute des globules rouges du groupe positif dans ce sérum. Si on ajoute des globules rouges positifs dans ce sérum, ces anticorps vont être liés aux globules rouges. Par la suite, on ajoute une antiglobuline pour que ces anticorps se lient entre eux et pour avoir la réaction s'il y a bien sûr des anticorps. Bien sûr, s'il y a une agglutination, on dit la réaction positive. Ce test il est appelé indirect parce que indirectement, on met en évidence ces anticorps. D'accord? L'ictère par incompatibilité résus. C'est l'ictère généralement le plus fréquent, l'ictère néonatal le plus fréquent, pathologique bien sûr. Généralement, on retrouve une maman de résus négatif, son enfant est de résus positif. Généralement, c'est le deuxième enfant. Généralement, le premier enfant, si le premier enfant, le premier fœtus chez une maman résus négatif, d'accord? Le premier fœtus ou le premier nouveau-né ou le premier enfant, s'il est du groupe résus positif, d'accord? Dans la période de l'accouchement, en cas de travail, ou dans la période de travail, il va y avoir passage du sang fœtal à la circulation maternelle. D'accord? Passage d'une quantité infime de globules rouges résus positifs vers le sang maternel. D'accord? Après ce passage, ces globules rouges vont être considérés comme des antigènes. Il va y avoir par la suite constitution des anticorps dirigés vers ces antigènes. Ces anticorps, en premier lieu, c'est des IgM. Ce sont des anticorps de haut poids moléculaire. Ils ne vont pas traverser la barrière hématogène ou la barrière placentaire, donc il ne va y avoir rien pour les fœtus. D'accord? Donc le premier enfant est généralement indemne. Le deuxième enfant, s'il est du groupe résus positif, dans ce cas, bien sûr, après mémorisation chez la maman, il va y avoir constitution des globules rouges type IgG. Ces globules rouges type IgG sont de bas poids moléculaire, ils vont traverser le placenta et passer au fœtus, ils vont dégrader le globule rouge et apparition par la suite de la maladie hémolytique par incompatibilité résus. D'accord? Cette ictère est généralement précoce, c'est-à-dire qu'elle débute avant les 24 heures de vie. Et d'aggravation rapide, elle est grave. Cliniquement, on a la triade hémolytique, c'est-à-dire pâleur, hépatomégalie, splénomégalie. D'accord? Biologiquement, l'anémie, c'est-à-dire qu'elle est secondaire à l'hémolyse, l'érythroblastose, bien sûr, quand on est devant une hémolyse, on a augmentation du taux de
des globules rouges, c'est un réflexe. L'hyperréticulocytose, bien sûr, quand il y a un état d'hémolyse, on a toujours augmentation du taux de réti. Et le test de Coombs qui est positif. D'accord? Généralement, le risque, c'est le passage à l'ictère nucléaire. Donc, il faut prendre en charge très précocement l'ictère par incompatibilité réduite pour ne pas qu'il évolue vers un ictère nucléaire. D'accord? Les ictères non hémolytiques. Les ictères non hémolytiques, c'est-à-dire qu'il faut éliminer tous les ictères, bien sûr, hémolytiques. Quand on est devant absence des signes d'hémolyse, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pâleur, pas de pathomégalie, biologiquement, pas d'anémie, pas d'hyperréticulocytose, il n'existe pas d'augmentation du taux de plaquettes. Donc, on est devant un ictère qui est non hémolytique. Les ictères, en premier lieu, l'ictère physiologique. L'ictère physiologique est un diagnostic d'élimination. Il faut éliminer toutes les ictères néonatales pour parler d'un ictère physiologique. D'accord? L'ictère de prématuré. L'ictère de prématuré, généralement, il est secondaire à la prématurité. Chez le prématuré, généralement, on a un déficit de la gluconide transférase, donc un défaut de conjugaison de la bilirubine, donc soit accentuation d'un ictère préexistant ou certes, vous entendez le mot allaitement maternel, mais il ne faut jamais dire ce diagnostic devant les mamans. Pourquoi il ne faut jamais dire devant les mamans? Parce que l'ictère, il faut toujours faire la promotion de l'allaitement maternel. Si on dit par exemple que devant une maman, ou il est dû à l'allaitement maternel, elle va arrêter l'allaitement maternel. Donc il ne faut jamais dire ce diagnostic devant la maman. Pour encourager l'allaitement maternel, pas pour le stopper. D'accord? Généralement, cet ictère lié à l'allaitement maternel, il est simple. Il apparaît généralement le premier jour de vie. Généralement, le premier jour de vie, c'est le colostrum. Le colostrum, il est hypoallergénique, hypoallergénique, oui. Il est hypocalorique. Et dans ce cas, il existe un ictère, mais c'est un ictère qui est simple. Ce n'est pas un ictère qui est grave, il disparaît après le 6e ou le 7e jour. D'accord? Donc, il ne faut jamais dire ce diagnostic devant la maman, il faut encourager l'allaitement maternel. La maladie de Glickler-Nager. La maladie de Glickler-Nager, c'est une maladie qui est due à un défaut de conjugaison, un déficit, soit total, soit partiel, de la glucoronine transférase. D'accord? Pour poser le diagnostic de Glickler-Nager, généralement, on fait un test thérapeutique. Un test thérapeutique, et on fait une administration de la phénobarbital, on donne de phénobarbital chez le nouveau-né. S'il y a disparition de l'ictère, donc c'est un déficit qui est partiel. S'il y a persistance de l'ictère, c'est un déficit total et on parle de Glickler-Nager type 1 et type 2. L'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, généralement, en cas d'hypothyroïdie, tout est ralenti, même la conjugaison, elle est ralentie, donc apparition ou aggravation des ictères. Les ictères médicamenteux, la plupart des médicaments, la plupart sont transportés par l'albumine. Donc, ils gênent la liaison albumine-bilirubine. Donc, on aura un défaut de conjugaison, un défaut de transport de la bilirubine et un défaut de conjugaison par la suite. Les obstructions digestives, en cas d'obstruction digestive, une occlusion intestinale ou une sténose intestinale, généralement, on a accentuation du cycle entéro-hépatique et par la suite aggravation d'un ictère ou apparition d'un ictère. Le traitement. Le traitement, il existe des mesures symptomatiques, d'accord, et des mesures curatives. La plupart des traitements de l'ictère sont des mesures symptomatiques. Bien sûr, il faut éviter les facteurs en premier lieu, les facteurs qui aggravent l'ictère. Il faut éviter l'hypothermie et l'acidose parce que l'hypothermie et l'acidose aggravent l'ictère. Donc, on met le nouveau-né dans une neutralité thermique, soit sur une table chauffante s'il est froid, soit il ne doit pas être mis dans une couverture préalablement chauffée pour éviter l'hypothermie. D'accord?
Il faut une alimentation précoce. Pourquoi une alimentation précoce? Pour éviter l'hypoglycémie, parce que l'hypoglycémie aggrave un ictère, et pour éviter le jeûne prolongé, parce que le jeûne prolongé, idem, accentue le cycle entéro-hépatique et aggrave l'ictère. Il faut surveiller la glycémie et la protéidémie. Glycémie, bien sûr, pour éviter un état d'hypoglycémie. La protéidémie pour éviter une hypoalbuminémie et éviter un état d'hypoalbuminémie qui aggrave l'ictère. Il faut assurer un bon état d'hydratation. Il faut éviter l'administration inutile des drogues altérant la liaison bilirubine-albumine. Ah. Le deuxième volet, c'est la photothérapie. C'est quoi la photothérapie? C'est des rayons ultraviolets qui dégradent la bilirubine cutanée. D'accord? Elle dégrade la bilirubine cutanée en produits hydrosolubles facilement éliminés dans les urines. Il existe deux types de photothérapie. C'est des appareils, je vais montrer par la suite la photo de cet appareil. Soit elle est conventionnelle, soit elle est intensive. Conventionnelle, elle est conventionnelle, c'est simple. Intensive, c'est l'intensité des ultraviolets. Elle est plus intense. D'accord? Les risques de la photothérapie, c'est la déshydratation et l'hyperthermie. C'est pour cela qu'il faut augmenter la ration alimentaire pour éviter la déshydratation et prévenir l'hyperthermie. Il faut contrôler la température pour éviter l'hyperthermie. D'accord? Cette photothérapie peut provoquer des lésions oculaires. Pour éviter ces lésions oculaires, il faut mettre un bandage des yeux, protection des yeux pour éviter ces lésions oculaires. D'accord? Les protections pour éviter les complications de la photothérapie, c'est la protection des yeux, un bon apport hydrique et la surveillance clinique et thermique. Ça, c'est un appareil de photothérapie. Ça, c'est un rayon luminaire. Ce type d'appareil est appelé photothérapie conventionnelle. Ça, c'est la photothérapie conventionnelle. Le nouveau-né est dans la couverture, protection des yeux. Il est carrément dévêtu. Et ça, c'est le rayon. Ça, c'est l'appareil de la photothérapie intensive dite tunnel. C'est comme un tunnel. On met le nouveau-né à l'intérieur. Ici, c'est les rayons lumineux. On protège les yeux pour éviter les complications. Ça, c'est une sonde thermique pour mesurer et surveiller la température. L'exsanguinotransfusion. Je vais vous faire un topo par la suite de l'exsanguinotransfusion. Le principe, c'est la substitution plus ou moins complète du sang circulant, permettant d'épurer le sang de la bilirubine et des anticorps circulants. D'accord? Elle est réalisée par la veine ombilicale. Elle nécessite un kit d'exsanguinotransfusion, d'accord? Et un sang compatible, c'est-à-dire le choix du sang en cas d'exsanguinotransfusion, il faut avoir du sang total, pas du culoglobulaire, d'accord? Le sang total parce qu'on va faire un échange de sang total. Pourquoi le sang total? Le sang total, il est composé de tous les éléments figurés de sang. Ce temps total, il doit être frais, moins de 7 jours. Pourquoi moins de 7 jours? Pour éviter la mort ou l'apoptose des plaquettes, parce que les plaquettes généralement elles meurent ou il y a une apoptose des plaquettes après le 7e jour. Donc vaut mieux utiliser un sang total qui est frais moins de 3 jours. La quantité, c'est 3 fois la masse sanguine. 2 à 3 fois, je vais vous expliquer par la suite le principe de l'exsanguinotransfusion dans la discussion. Ça, c'est le kit d'exsanguinotransfusion, les gants serrés, le robinet, à 3 voies. Je vais vous expliquer par la suite comment faire ça. À les indications, c'est-à-dire quand est-ce qu'on indique une photothérapie, quand est-ce qu'on indique une exsanguinotransfusion, d'accord? On indique selon des cours établis par l'Académie américaine de pédiatrie. Ils ont proposé des diagrammes des cours en utilisant le taux de bilirubine pour indiquer la photothérapie ou l'exsanguinotransfusion en fonction de l'âge. Ça, c'est la courbe, par exemple, de l'exsanguinotransfusion. C'est comme un exemple. Vous voyez là 3 courbes. 1, 2, 3. D'accord? Ça, en pointillé, c'est un nouveau-né de faible risque, ici. Nourrisson de faible risque. C'est-à-dire plus de 38 semaines en bonne santé. En continu, c'est un nourrisson à risque modéré. C'est-à-dire supérieur à 38 semaines, c'est un nouveau-né à terme, avec des facteurs de risque. Soit une prématurité, soit
par exemple, les facteurs X ici, les facteurs incompatibilité résus, hypoalbuminémie, un état d'asphyxie, d'accord? Ça, en tiré, c'est un nourrisson à risque élevé, c'est-à-dire prématuré avec, par exemple, incompatibilité résus, d'accord? En premier lieu, on classe le nouveau-né, soit un nouveau-né à risque faible, au risque moyen, au risque élevé, par exemple, à risque élevé. À risque élevé, c'est ici. Parce qu'il est âgé de 12 heures. Et c'est la bilirubine est à 200 millimol par litre. 200 millimol par litre, c'est ici. Donc, il n'y a pas d'indication à l'exanguino-transfusion. C'est la bilirubine, par exemple, elle est à 250. Elle est au-dessous de la courbe. Au-dessus de la courbe, pardon. Donc, il y a une indication à l'exanguino-transfusion. Par exemple, il est âgé de 36 heures. 36 heures, c'est ici. Le taux de bilirubine, il est à 250. 250, c'est ici. D'accord? 250, elle est tête la courbe. Tête la courbe, donc il n'y a pas d'indication. Si elle n'est pas à 300, 300 fougue la courbe, donc il y a une indication. Par exemple, si c'est un nourrisson, un nouveau-né à faible risque. À faible risque, c'est cette courbe. D'accord? S'il est âgé de 12 heures, 12 heures, c'est ici. Si le taux de bilirubine est à 300, donc on indique l'exanguino-transfusion. D'accord? Si l'exanguino-transfusion n'est pas indiqué, on projette le taux sur cette courbe. Cette courbe est une courbe de la photothérapie. Par exemple, s'il est de 24 heures, il existe toujours ces trois courbes, soit à haut risque, soit à risque moyen, soit à faible risque. Par exemple, nous voulons de faible risque. Âgé de 48 heures. 48 heures, c'est ici. Le taux de bilirubine ici, c'est 15 mg par décilitre. Il faut toujours voir la légende. D'accord? 15 mg à risque faible et 48 heures n'est qu'une indication à la photothérapie. Par exemple, le Kent 10, où nous venons à faible risque, il n'y a pas d'indication à la photothérapie. D'accord? Il ne faut pas oublier la perfusion d'albumine en cas d'hypoalbuminémie. Les inducteurs enzymatiques sont indiqués dans la maladie de Grignard-Magère. Les capteurs de la bilirubine tels que la cholestéramine actuellement abandonnés. D'accord? À la prévention, il faut savoir qu'on peut prévenir l'ictère par incompatibilité rhésus en injectant chez la maman du rhésus positif avant son accouchement de son premier enfant de l'antidé. Cet antidé qui va dégrader les globules rouges fœtales rhésus positifs, ils vont bloquer l'immunité de la maman, il ne va pas y avoir la reconnaissance, il ne va pas y avoir la mémorisation, il ne va pas y avoir la fabrication des anticorps, donc elle va protéger les grossesses ultérieures. Donc chez les mamans rhésus négatifs, vaut mieux, ou il faut injecter de l'anti-D, des anticorps anti-D, en IM dans les 72 heures qui suivent l'accouchement, surtout après un accouchement d'un enfant rhésus positif, pour protéger les nouveau-nés, plutôt les enfants ultérieurs, contre cette pathologie. D'accord? Et je vous remercie et on va passer à la discussion par la suite. D'accord? Pardon. Oui, docteur, merci pour la présentation. Pas de souci. Donc, est-ce que vous arrivez à voir les questions ou là, je vous lis les questions? Attends, je pense qu'il y a un chat ici, donc je vais voir les questions. Oui, je vais voir les questions. Attends, le chat, c'est bon. Oui, j'arrive. La prochaine, Inch'Allah, la prochaine rencontre, mieux que, comment dirais-je, l'activation automatique. Dire l'activation automatique parce que je crois qu'il existe des participants, les madkhlouch, Oui, donc d'habitude, c'est à nous de créer le lien. Ah, d'accord. Mais puisqu'on fait ça, donc vous allez activer les participants. Parce que je suis habitué par le webinaire et le Zoom. Et le Meet, c'est la première fois que j'utilise le Meet. Le Google Meet. La prochaine fois, c'est à nous de créer le mardi prochain, Inch'Allah, il y aura une autre rencontre, Inch'Allah. On va se rattraper. D'accord? Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Pas de souci, pas de souci.
Bon, là, quel est le KOMS? Lequel KOMS ictar habilité? Bon, elle m'a la formation. Lequel KOMS? Chez moi, est fixé sur docteur. Oui. Pendant la présentation, on ne veut pas voir les diapos, c'est tout. Ah, شفت لي diapos, شفتوا ولا ما شفتوش لي diapos? Oui, c'est seulement moi. أنا اللي ما عرفتش. Parfait. Parfait. Donc nous allons répondre. Les questions. Il y a une question de Lina Magous. Alors, s'il vous plaît, quelle enzyme qui est défaillante dans l'ictère physiologique? Dans l'ictère physiologique, il n'y a pas d'enzyme défaillante. C'est un ictère physiologique par rapport à un état physiologique de conjugaison. D'accord? Il y a un dépôt de conjugaison qui est physiologique. D'accord? Un dépôt de conjugaison qui est physiologique. Donc, un dépôt, un ralentissement de conjugaison, mais qui est généralement, il n'y a pas un dépôt d'enzyme. Certes, c'est l'enzyme, c'est la glucoronide transférase, d'accord? Mais c'est une défaillance qui est physiologique, d'accord? Qui est transitoire, généralement, qui n'est pas durable. Vers le 14e jour, l'ictère va disparaître, d'accord? Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Mais toujours, dans l'ictère physiologique, c'est un ictère d'exclusion, c'est-à-dire il faut exclure, il faut éliminer toutes les étiologies avant de dire que c'est un ictère physiologique. Il ne faut jamais dire ictère physiologique le premier coup de vue, c'est-à-dire c'est un ictère physiologique. Non, il faut éliminer tous les ictères pour dire c'est un ictère physiologique. D'accord? Bon. Voilà, et les autres questions. Quelles sont les valeurs biologiques normales de la bilirubine totale et indienne chez le nouveau-né? Chez le nouveau-né, généralement, les valeurs, c'est le premier jour de vie. C'est-à-dire un nouveau-né qui vient de naître à 0 heure de vie et un nouveau-né à 24 heures. C'est selon les courbes. D'accord? C'est selon les courbes de l'Académie américaine de pédiatrie et de les courbes. Là. Par exemple, la courbe de l'Académie américaine de pédiatrie, un nouveau-né qui vient de naître, d'accord, chez le nouveau-né et sans facteur de risque, c'est ici, la courbe. Avec facteur de risque ou à haut risque, c'est ici. Donc s'il est inférieur à 200, c'est normal. À 200 millimol par litre, c'est normal, d'accord, le premier jour. Et à 24 heures, à 36 heures, c'est selon les courbes. C'est selon les courbes et selon l'état du nouveau-né. On classe en premier lieu notre nouveau-né, c'est les atteints, il n'y a pas de risque. Mais là, selon les courbes, on chauffe les courbes. Il y a qu'un 200, donc c'est normal, d'accord? Quelles sont les valeurs biologiques à bilirubine? Quand est-ce qu'on utilise la photothérapie conventionnelle et quand est-ce qu'on utilise la photothérapie intensive? D'accord? Donc, il y a des courbes de la photothérapie conventionnelle et il y a des courbes de la photothérapie intensive. D'accord? C'est selon les courbes. D'accord? Si on est toujours de la courbe à photothérapie intensive, si le point sort de la photothérapie intensive, on projette le taux de bilirubine sur le courbe de photothérapie conventionnelle. D'accord? Pour dire est-ce qu'il y a une indication à la photothérapie intensive ou à la photothérapie conventionnelle. Actuellement, on utilise seulement les courbes de la photothérapie conventionnelle parce que intensive, parce que la photothérapie intensive donne un très bon résultat en matière d'ictère. Bon, donc Khalil, pouvez-vous m'expliquer le lien entre le glycléragène et le phénobarbital? Le phénobarbital, c'est un inducteur enzymatique. Le phénobarbital, c'est un inducteur enzymatique. Qu'est-ce que ça veut dire un inducteur enzymatique? Il va renforcer ou accentuer l'activité de la
bilirubine. Donc, il va pousser la bilirubine à être, la glucuronide-transférase. Donc, il va induire, ou il va inducter, ou il va aider à la fabrication de la glucuronide-transférase. C'est un inducteur enzymatique. Le glyclaranageur, il y a deux types. Glyclaranageur type 1 et glyclaranageur type 2. Type 1 est un déficit total, c'est-à-dire un déficit de la glucuronide-transférase totale, c'est-à-dire le foie ou la cellule hépatique ou l'hépatocyte ne fabrique pas, le système réticulo-endothélial ne fabrique pas de glucuronide-transférase. Le type 2 est un déficit partiel, c'est-à-dire il y a le glucuronide-transférase, mais il n'est pas fabriqué correctement, il n'est pas assez fabriqué. D'accord? Dans le glyclaranageur, soit type 1, soit type 2, il y a un ictère. D'accord? Pour dire est-ce que c'est un glyclaranageur type 1 ou un glyclaranageur type 2, on fait administrer au nouveau-né de phénobarbital. S'il y a disparition de l'ictère ou diminution du taux de bilirubine, on dit que c'est un glyclaranageur type 2, déficit partiel. S'il n'y a pas disparition de l'ictère, on dit que c'est un déficit qui est total, donc glyclaranageur type 1. D'accord? C'est ça la relation entre la glyclaranageur et le phénobarbital. Lina, Shahinaz, s'il vous plaît, docteur, relation entre allaitement et ictère. J'ai précisé notre problème et contexte, merci. L'allaitement maternel et l'ictère, d'accord? Le diagnostic de l'ictère à bilirubine indirecte qui est dû à l'allaitement maternel, c'est un diagnostic généralement d'élimination, d'accord? C'est un diagnostic d'élimination. Il ne faut jamais dire ictère dû à l'allaitement maternel devant la maman. Sinon, elle va arrêter l'allaitement maternel, d'accord? Elle va arrêter l'allaitement maternel. Il faut encourager au contraire l'allaitement maternel. L'ictère qui est dû à l'allaitement maternel, généralement, il est simple. Il n'est pas assez grave. Il est simple. Il n'est pas méchant. Et il est dû à quoi? Il y a toujours des hypothèses. Il y a toujours des hypothèses. D'accord. La première hypothèse, c'est que le colostrum, il est hypocalorique. Donc, hypocalorique, et il y a peu de colostrum, c'est-à-dire les premières tétées, la quantité donnée les premiers jours de vie, elle est minime, 2 cc, 3 cc par tétée. D'accord? Et c'est du colostrum. Le colostrum, généralement, il est hypoallergénique. Hypoallergénique et hypocalorique. D'accord? La petite quantité et hypocalorique va engendrer un état de jeûne. Et l'état de jeûne qui va accentuer le cycle entéro-hépatique, il va accentuer ou il va avoir apparition d'un ictère qui est dû à l'accentuation du cycle entéro-hépatique. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le colostrum, il va créer un état d'inhibition des ligandines. Donc, il ne va pas y avoir du transport de la bilirubine à l'intérieur du foie. Donc, s'il n'y a pas de transport de cette bilirubine à l'intérieur du foie, il n'y a pas y avoir conjugaison. Donc, apparition d'un ictère ou aggravation d'un ictère préexiste. Bon, Jamila, test de Coombs indirect, on ajoute des globules rouges de qui? D'accord. Donc, le test de Coombs indirect, il est dit indirect. Pourquoi? Parce que le but du test de Coombs indirect, c'est, il est fait généralement chez les mamans du dopage rhésus négatif, c'est des mamans du rhésus négatif, d'accord? Pour individualiser si elles sont immunisées ou non. C'est-à-dire si dans le sang, il y a des anticorps dirigés vers le globule rouge positif ou non, d'accord? Pour retrouver ces anticorps circulent dans le sang, d'accord? Pour visualiser, pour mettre en évidence ces anticorps, il faut prélever du sérum. Donc, on fait un prélèvement du sang sur un tube sec pour qu'il y ait une sédimentation et on peut sédimenter, on peut séparer le sérum des globules rouges. Dans le sérum, il y a des anticorps circulants qui circulent.
D'accord? Ces anticorps, pour les mettre en évidence, c'est on ajoute un antiglobuline qui va agglutiner ces anticorps, on va rien voir. Parce que ces anticorps sont invisibles. D'accord? Pour visualiser ces anticorps, on ajoute des globules rouges, n'importe quel globule rouge, résiste positif. Pas du nouveau, n'importe quel globule rouge résiste positif. Si on ajoute ces globules rouges résiste positifs à l'intérieur du flacon, à l'intérieur du tube, les anticorps circulants vont se fixer au globule rouge. Et si on ajoute par la suite de l'antiglobuline, il va y avoir agglutination de ces globules rouges et on parle de réaction positive. D'accord? BD, s'il vous plaît, est-ce que la fertilité fait partie des effets secondaires de la PT, de la photothérapie? J'ai pas compris là la question de BD, pour ne pas dire ça Sarochka. C'est-à-dire, s'il vous plaît, est-ce que la fertilité fait partie des effets secondaires de la PT? S'il vous plaît, répétez la question, j'ai pas compris. C'est tout PT, c'est quoi PT? S'il vous plaît, sur le plan pratique... Je pense la photothérapie, non? J'ai pas compris, j'ai pas entendu. PT, la photothérapie, non? Quelle est la relation entre la fertilité et la photothérapie? J'ai pas compris. S'il vous plaît, est-ce que la fertilité fait partie des effets secondaires de la photothérapie? La fertilité masculine, oui. Oui. J'ai compris, j'ai que la fertilité masculine. Oui, la fertilité fait partie des complications de la photothérapie. Oui. C'est pour cela qu'il faut protéger les organes génitaux externes. Parce qu'il y a un risque toujours, le risque est minime, d'accord? Le risque est minime, d'accord? Mais il faut protéger les organes génitaux seulement par la touche, seulement par la touche, d'accord? J'ai compris maintenant la question, la fertilité masculine, d'accord? La fertilité masculine. S'il vous plaît, docteur, sur le plan pratique, sur le plan pratique, quel est l'algorithme, la prise en charge des nictères et qu'est-ce qu'il faut éliminer en premier lieu? Merci. L'algorithme, il est simple. Nouveau-né éclairé, d'accord? Tu es en consultation ou en suite de couche, on vous ramène un nouveau-né éclairé. On a constaté l'ictère. Le praticien a constaté l'ictère. D'accord? La première chose à faire, c'est éliminer ou rechercher les facteurs aggravants ou les facteurs de gravité, les facteurs de gravité de l'ictère. Les facteurs de gravité de l'ictère, c'est quoi? C'est les signes neurologiques, l'encéphalopathie, pour dire est-ce que c'est un ictère nucléaire ou non. Non? Ictère, on élimine les facteurs de gravité, c'est-à-dire l'ictère nucléaire. Comment? En recherchant les facteurs les signes neurologiques, soit reflux tété, convulsion, hypertonie généralisée, opistotomose, les signes de l'ictère nucléaire, c'est les troubles neurologiques. D'accord? En deuxième lieu, il faut rechercher les signes de cholestase, c'est-à-dire les sels décolorés. Pourquoi? Parce que les sels décolorés égale atrisée des voies biliaires jusqu'à preuve du contraire. Et l'atrisée des voies biliaires, c'est une urgence chirurgicale. C'est-à-dire qu'elle doit devant un ictère. Éliminer une encéphalopathie et éliminer une urgence chirurgicale. Puis, on doit typer l'ictère. C'est-à-dire dire, c'est un ictère qui est dû à quoi? Est-ce que c'est un ictère à bilirubine direct, à bilirubine indirect? Il faut rechercher les signes d'hémolyse clinique, rechercher la pâleur et l'aspect non mégalique en deuxième lieu. Ça, c'est cliniquement, d'accord? Et en concomitant, en parallèle, on recherche l'interrogatoire. Un interrogatoire, on recherche par exemple, après la recherche des facteurs de gravité, ça y est, on a éliminé les facteurs de gravité de l'ictère. En deuxième lieu, on élimine les facteurs aggravants l'ictère. Quels sont les facteurs aggravants l'ictère? L'hypothermie. Est-ce que le nouveau-né il est en hypothermie? Si il est en hypothermie, il faut le réchauffer.
un état d'acidose, une polypnie de cosmol ou déshydratation. S'il est déshydraté, il faut le perfuser. On recherche un état d'hypoglycémie. L'hypoglycémie aggrave l'ictère. On pratique un dextro. S'il est en hypoglycémie, il faut corriger l'hypoglycémie. D'accord? Et on pratique un bilan. Un bilan à la recherche de quoi? À la recherche du groupage, la formule l'anémie, le taux de bilirubine direct et indirect, l'hypoalbuminémie, on demande des bulles, on demande une CRP à la recherche d'infection. Ça, c'est le bilan de première intention. D'accord? Ça y est, on a éliminé les facteurs de gravité, on a éliminé les facteurs aggravants, le nouveau-né il est ictérique, il faut trouver une étiologie à cet ictère. Pour trouver une étiologie à cet ictère, il faut en premier lieu typer l'ictère. C'est que dire est-ce que c'est un ictère à bilirubine indirect, est-ce que c'est un ictère à bilirubine mixte, ou est-ce que c'est un ictère à bilirubine direct. Pour typer l'ictère, il faut avoir le taux de bilirubine total et le taux de bilirubine direct. Généralement, la plupart du temps, on est souvent devant un ictère à bilirubine indirect. Exemple, le nouveau Niger, taux de bilirubine total 100, taux de bilirubine indirect 59. Ou par exemple, 95, pardon. Le taux de bilirubine direct 5. Donc c'est un ictère à bilirubine direct. Ça, on a ça, c'est un ictère à bilirubine indirect, pardon. Après, ça c'est un ictère à bilirubine indirect. Il faut dire est-ce que c'est un ictère à bilirubine indirect hémolytique ou non hémolytique. Pour dire que c'est un ictère hémolytique, il faut avoir au moins la triade hémolytique, c'est-à-dire hépatosplénomégalie, pâleur ictère, biologiquement anémie, hyperréticulocitose, taux de hyperleucocytose, d'accord? C'est les signes d'hémolyse clinique, d'accord? Si la maman elle est de résus négatif, mieux avoir un test de course pour dire c'est un ictère à bilirubine indirect par incompatibilité, par hémolytique, par incompatibilité résus, d'accord? Si la maman elle est de groupage O positif, le nouveau-né du groupe A ou B, c'est un ictère par incompatibilité ABO. Si par exemple on trouve une anomalie dans le frottis sanguin, donc c'est un ictère non hémolytique, soit coagulocytose, soit coagulocytose, généralement, coagulocytose. S'il est hémolytique et non immunologique, on fait en deuxième temps un dosage enzymatique de la périvaquinase ou de le JSPD pour savoir s'il est d'origine enzymatique ou non. On peut pratiquer électrophorèse de l'hémoglobine pour dire est-ce que c'est une alpha-thalassémie ou bêta-thalassémie mineure. S'il n'est pas hémolytique, donc il est non hémolytique. S'il n'y a pas de signe d'hémolyse, donc c'est un ictère non hémolytique. Il faut éliminer en premier temps l'ictère du prématuré. Il faut éliminer une hypothyroïdie par le dosage par la pratique d'un bilan thyroïdien. Il faut éliminer, bien sûr, le diagnostic, l'ictère physiologique, c'est un diagnostic d'élimination. D'accord? C'est un glyclar majeur. Le glyclar majeur, généralement, il est présent dans la fratrie. C'est un ictère qui est familial. D'accord? Voilà. Grosso modo, c'est ça, la recherche étiologique, d'accord? Mais quoi faire pour ce nouveau-né? Après avoir le taux de bilirubine, d'accord, il faut classer ou il faut projeter le taux de bilirubine dans la peau, d'accord, de la bilirubine, pour dire est-ce que cette bilirubine, le taux de bilirubine, est une indication à la photothérapie conventionnelle ou intensive, ou c'est une indication à l'exemple d'une transfusion. Si c'est une indication à la photothérapie, on le met sous photothérapie. Si c'est une indication à l'exemple d'une transfusion, il faut préparer le sang, préparer le kit et passer à l'exemple d'une transfusion. Grosso modo, c'est ça l'algorithme de la prise en charge, d'accord? Bon, c'est quoi la relation entre déficit en vitamine E et l'apparition de l'ictère? Parfait.
Le déficit en vitamine E, généralement, il accompagne un foie immature. Et la vitamine E, elle rentre par la cascade de fabrication, mais elle stimule la fabrication des ligandines, d'accord? Et elle stimule elle entre dans la cascade de la fabrication de la glucuronide transférase. Un déficit en vitamine E, il va aggraver l'immaturité hépatique, il va gêner la fabrication des ligandines, donc il ne va pas y avoir le transport de la bilirubine à l'intérieur du foie, donc il ne va pas y avoir conjugaison. Mais c'est une éthologie qui est rare, il ne faut pas penser, mais c'est une éthologie qui est très 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 rare, d'accord? D'autres questions, ou si vous voulez des éclaircissements par rapport à d'autres réponses. C'est-à-dire que si vous voulez que je répète les explications. Pour le choix du groupage du sang, en cas d'exanguinotransfusion, bien sûr. En cas d'exanguinotransfusion, le choix du sang, c'est un sang total. Bien sûr. Le choix du groupage. Si on est devant une incompatibilité ABO, c'est-à-dire la maman, elle est du groupe O, le nouveau-né, elle est du groupe A ou B. Donc, le choix du sang, c'est un sang total du groupe sanguin O résus du bébé. Le choix du sang est du O, le résus est du résus de bébé. C'est-à-dire si la maman, elle est du O, le bébé, il est du A négatif, le choix du sang, O négatif. Si le nouveau-né est du A positif, le choix du sang est du O positif. C'est-à-dire, le groupage de la maman résulte de l'enfant. Dans l'incompatibilité résus, le choix, c'est le groupage de l'enfant résulte de la maman. Exemple. La maman, elle est du groupe sanguin AB résus négatif. Le bébé est du A+. Le choix du sang, c'est le groupage de l'enfant, c'est le A. Le résus de la maman, négatif. D'accord? Donc si c'est la maman, elle est du AB, le nouveau-né, il est du A. Le choix du sang, A négatif. S'il est du B, B négatif. C'est par exemple la maman, elle est du O+, le bébé, il est du O négatif. La maman, elle est du O négatif. Le bébé, il est du O+. Le choix du sang, le O négatif. C'est un groupage du nouveau-né résulte de la maman. Dans l'incompatibilité mixte, par exemple, la maman ABO et résus. Par exemple, la maman, elle est du O négatif. Le bébé, il est du A positif. Dans ce cas, on fait une exanguinotransfusion par du O négatif. C'est-à-dire sang total, O résus négatif. D'accord? D'autres questions? Donc, c'était très clair, docteur. Je vous remercie vraiment. Rabbi Jézik, Inch'Allah. Pas de souci, pas de problème. La prochaine fois, mieux avoir un lien, Inch'Allah, le lien automatique, Inch'Allah. Ouais, la prochaine fois, je vous envoie le lien, Inch'Allah. Il suffit de cliquer. Ah, moi, tu as dit le lien. C'est plus que parfait. Ouais, Inch'Allah. Plus que parfait. Ouais, regarde. Parce qu'il y a des gens qui ont rentré en retard l'arabe. J'espère que c'était bénéfique. Mais pour les questions, il faut préparer beaucoup de questions, même des QCM. S'il le faut que je corrige avec vous des QCM, je sais que vous préparez le résidana. Alors, à l'instant, la date, c'est le 28 novembre, on a tous la date au niveau du ministère. Donc, la date à l'heure actuelle. J'ai déjà communiqué cette date dans un forum ou dans une page Facebook, la date à l'heure actuelle. Donc elle est toujours fixée pour le 28. Inch'Allah, ya Allah. Donc apparemment il n'y a pas d'autres questions. Donc on peut attendre 5 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions. Même du QCM, j'ai pas de problème pour les QCM.
Ictère précoce, toujours, oui. Avant 24 heures de vie, l'ictère, il est pathologique jusqu'à preuve du contraire. L'ictère, il est pathologique jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Quel que soit son délai, soit un ictère précoce, soit intermédiaire, soit tardif, soit persistant. Quel que soit le délai de l'ictère, il est pathologique. D'accord? 90% des ictères moins de 24 heures sont pathologiques. Il reste 10%, c'est des ictères physiologiques, mais c'est rare. D'accord? Elles sont rares. Mais 90% des étiologies, des ictères précoces avant 24 heures de vie sont pathologiques. Mais l'ictère pathologique, quel que soit son délai, il faut penser à un ictère pathologique, d'accord? Quel que soit le délai, d'accord? Il ne faut jamais dire que c'est un ictère qui est physiologique, un ictère pathologique, quel que soit le délai, d'accord? Il faut toujours éliminer les ictères pathologiques et après dire que c'est un ictère qui est physiologique. D'accord. Docteur, s'il vous plaît, il y a une question sur le live. Pourquoi l'hypoglycémie aggrave l'ictère? Pourquoi l'hypoglycémie aggrave l'ictère? Dans un état d'hypoglycémie, il existe un état de jeûne. Un état de jeûne, c'est-à-dire l'hypoglycémie, c'est le jeûne. Et pardon, oui, le jeûne. Oui. C'est comme le jeûne prolongé. C'est comme le jeûne prolongé. D'accord? Cette fin va engendrer une accentuation du cycle entéro-hépatique. D'accord? Donc, aggravation des ictères. D'accord? En cas d'hypoglycémie, le corps va essayer d'avoir d'autres sources d'énergie. Parmi les sources d'énergie, c'est la dégradation des graisses. D'accord? Il va y avoir des acides gras polyinsaturés qui circulent dans le sang. D'accord? Ces acides gras polyinsaturés, ils vont gêner la fixation de la bilirubine à l'albumine. D'accord? Ils vont prendre les sites de fixation, donc ils vont perturber cette liaison, ils vont gêner le transport de la bilirubine dans le sang. Donc il va y avoir par la suite un ictère. D'accord? Un état d'hypoglycémie prolongé, donc il va y avoir par exemple un état d'acidose. D'accord? Donc elle va toujours aggraver, surtout aggraver la liaison entre la bilirubine et l'albumine. Donc il ne va pas y avoir transport. S'il n'y a pas de transport, il n'y a pas conjugaison. D'accord, merci docteur. Pardon. L'ictère physiologique est précoce, l'ictère physiologique, généralement, il n'est pas précoce. Il apparaît le 3e jour de vie. D'accord? Mais, j'ai dit que l'ictère physiologique, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut toujours éliminer les diagnostics. Peut-être c'est une hypothyroïdie, peut-être c'est un ictère majeur, peut-être c'est un ictère de prématuré, peut-être c'est une incompatibilité abrios, c'est un diagnostic d'élimination. Mais généralement, il disparaît à 15 jours de vie, 16 jours de vie, maximum 20 jours de vie, il va disparaître. Donc, une FNS plus bilirubine totale et directe suffisent a priori, docteur. C'est pas la faute, c'est en première intention. Lina Mahdouf a pensé que le bilan de première intention, groupage Rhésus, pour savoir le groupage du nouveau-né et le risque du nouveau-né, la formule complète avec taux de réticulocytes, un taux de bilirubine total et un taux de bilirubine direct, une protéine C réactive, CRP, pour dire que c'est une infection ou pas, et quoi d'autre. En première intention, c'est la maman du groupe Rhésus négatif, le bébé Rhésus positif, il faut pratiquer un test de Coops. Ça, c'est le bilan de première intention. Le bilan de deuxième intention, c'est les hémocultures pour trouver un germe s'il y a une infection, pour traiter les germes, un ECDU s'il y a une infection urinaire, c'est un diagnostic c'est un bilan de deuxième intention, un FSP, frottis sanguin périphérique, pour penser au diagnostic aux autres étiologies immunologiques, les dosages enzymatiques,
un bilan thyroïdien, c'est un ictère persistant, le bilan de première intention revenu sans anomalie, donc il faut penser à une hypothyroïdie. Ça, c'est le bilan de deuxième intention. D'accord? En cas, la question de Komi, en cas d'incompatibilité ABO, COMS est négatif. Voilà. En cas d'incompatibilité ABO, on n'a pas besoin de test de COMS, généralement il est négatif. D'accord? En cas le test de COMS, généralement on fait la demande du test de COMS en cas d'incompatibilité réduite. D'accord? En cas d'incompatibilité ABO, généralement le test de COMS il est négatif. Sauf s'il y a une incompatibilité mixte, ABO et réduite. D'accord? Mais si on pratique une test de COMS dans une incompatibilité ABO, généralement il est négatif, il n'est pas positif. D'accord? D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, sinon on peut... Je répète la réponse de Koué parce qu'il est sorti, il est revenu. L'incompatibilité ABO, dans l'incompatibilité ABO, le test de COMS n'est pas utile pour poser le diagnostic. Donc il n'est pas praticable. Le test de COMS dans l'incompatibilité ABO est généralement négatif. Il est positif quand il y a une incompatibilité mixte. Autre question? Merci à vous. Merci pour votre attention, bien sûr. J'espère que c'était fluide, clair. Oui, c'était très véhiculique. Merci, docteur. Pour moi, j'aime pas alourdir les propos et j'aime la facilité. C'est le montagne. Très clair. Merci, docteur. On aura un cours, Inch'Allah, le mardi prochain? Inch'Allah, on va programmer dans la semaine, Inch'Allah, on reste en contact. On va programmer peut-être, Inch'Allah, un cours de déshydratation ou autre, je ne sais pas, en fonction de votre programme. Pas de souci, pas de souci. Inch'Allah. Merci, docteur Rabbi Jazik, Inch'Allah. À la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah.